sont les suivants. Le couronnement d'Henri IV a eu lieu en 1594, 27 janvier, non pas à Reims comme ça se faisait d'habitude pour tous les rois de France, mais où? À Chartres, rappelez-vous bien. Et rappelez-vous aussi que Henri IV, c'était le défenseur de Genève à l'escalade, c'est lui qui est redevenu catholique en disant « Paris vaut bien une messe », et c'était le patron de la poule. En 1844, on a eu l'indépendance de la République dominicaine qui s'est séparée de Haïti. En 1892, c'est le décès de Louis Vuitton qui était maltier, tout le monde connaît. En 1901, c'est le décès de Giuseppe Verdi à Milan. En 1932, c'est la naissance d'Elizabeth Taylor. En 1974, la naissance de Julie Andrieux, les carnets de Julie. En 1983, le décès de Louis de Funès. En 1986, les premiers jeux Pokémon. En 2008, le décès de Ivan Rebroff, un chanteur allemand. Et en 2016, la démission de Christiane Taubira, garde des Sceaux. Mais il faut aussi savoir qu'en 1976 est né Renaud Capuçon, violoniste, époux de Laurence Ferrari. Voilà pour les grands événements que vous devez retenir. Et rappelez-vous qu'à la Sainte-Honorine, c'est celle d'aujourd'hui, bourgeonne l'aubépine. C'est les saints Angèle, Julien. Et en astrologie, nous sommes dans le 9e jour des poissons. C'est la journée mondiale des ONG, des organismes non gouvernementaux. Et avec ce premier préambule, je cède la parole à notre ami qui prend la parole derrière moi, Olivier Lassouque, qui gère la réunion dans sa totalité. Olivier, c'est pour toi. Bonsoir tout le monde. Alors en quelques mots, je voudrais juste vous présenter le format de la réunion de ce soir. Donc pourquoi, la première question, elle va être toute bête. Pourquoi une réunion en visioconférence? Eh bien, malheureusement, c'est parce qu'on n'est toujours pas prêt du tout à se réunir à tant de personnes en présentiel, qui est le mot à la mode. Donc voilà, visioconférence. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour pouvoir être à 5 dans cette salle ce soir. On s'est bien espacé, raison pour laquelle nous ne portons pas nos masques, mais ils sont à distance si on a une urgence. Le déroulement de la réunion en quelques mots, qui fait quoi? Ce soir, nous avons, vous avez vu sur l'invitation qui vous a été adressée, nous avons des invités, des orateurs, donc des intervenants qui sont soit ici avec nous dans cette salle, chez Christian Piton qui nous accueille gentiment, ou d'autres qui sont à distance, confortablement installés chez eux ou à leur bureau et que nous interviewerons donc à distance. À la suite de ces interventions, comme d'habitude, Thierry Dib nous fait le grand plaisir d'être parmi nous à distance et il nous fera une synthèse de l'ensemble des prestations et des interventions des uns et des autres. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Je vais introduire tout de suite Christian Piton, qui est le fondateur de la plateforme de sûreté Patton, qui est spécialisé dans le conseil, dans la formation dans le domaine de la sûreté. Christian, c'est à toi. Merci. Vous l'avez entendu, Henri IV a voulu pour ses sujets la poule au pot. Eh bien, il a créé cela pour le lien et pour le lien social. Eh bien, je me réjouis de pouvoir de nouveau, avec vous tous, déguster une poule au pot. Madame, monsieur, chers amis, fermez les yeux, s'il vous plaît. C'est fait. Imaginez votre écran avec de chaque côté une borne et au centre un curseur. La borne de gauche représente l'intégration et la borne de droite l'exclusion. Où se trouve en ce moment, dans votre esprit, dans votre vécu, le curseur? Plutôt intégration ou exclusion par rapport à cette crise actuelle? Eh bien, pour mémoire, le lien social est l'ensemble des liens culturels, sociaux, économiques, politiques qui relient les individus dans leur vie quotidienne au sein de groupes divers et qui assurent l'intégration sociale
tant du point de vue individuel que celui de la société globale. Lien culturel, lien politique, lien social, lien économique, famille, travail, école, vous mélangez le tout et obtenez le lien social qui doit favoriser notre épanouissement personnel, culturel, économique et politique. Le lien social est-il rompu? Eh bien, 3 témoignages. Moteur. En effet, en tant qu'indépendant, j'ai été directement touchée par cette crise. C'est comme si, quelque part, on avait tiré la prise de mon entreprise. Je propose des massages actifs directement aux collaborateurs. Donc, les collaborateurs étant en télétravail, ne pouvant plus se rendre dans les locaux et pour toutes les dispositions de protection par rapport aux mesures de Covid, c'était plus possible d'exercer dans mon entreprise. Donc, moi qui voyais 50 à 60 personnes par semaine, tout d'un coup, de me retrouver dans les 4 murs seule à la maison, c'était pas facile. Donc, face à cette situation, j'ai dû réagir et je me suis orientée vraiment en solution parce qu'on peut faire la liste de tout ce qui nous manque et de tout ce qu'on n'a plus à cause de cette crise, mais il faut aussi, après, avoir le focus sur tout ce qu'on a à disposition. Parce que je suis la responsable d'une société de transport, donc on a des relations clientèle qui sont importantes. Et c'est vrai que cette épidémie a vraiment mis un frein vraiment important à ces relations. Maintenant, il faut s'adapter de manière. Donc, pour une personne comme moi qui porte vraiment de l'importance aux rencontres, je pense que c'est plus facile de juger ou de se sentir à l'aise avec un client quand on est face à face autour d'un café ou ne serait-ce que d'un bon repas. Ben, évidemment, c'est plus possible d'avoir du monde là, puisque le monde du sport, de la culture, les bistrots, les soirées, enfin, les mariages, c'est fini. Après, il y a l'autre aspect en route avec ça, c'est que les gens deviennent de plus en plus agressifs et le comportement des gens a complètement changé. Alors, il y en a qui arrivent bien à faire la part des choses et qui restent pareils, mais au fur et à mesure qu'on avançait dans la pandémie, au fur et à mesure, on sentait les gens plus tendus, plus agressifs, plus ça va chercher des noises, etc. Donc, ça a changé aussi les rapports humains de manière assez significative. Et ça c'était dur à dénoncer. J'ai trouvé, même que je suis assez philosophe, j'ai l'habitude de voir des rapports qui peuvent être très chaleureux et très durs, à répondre avec ça, mais si vous êtes quelqu'un de sensible, oui, ça vous perturbe pas mal. J'ai de la peine en ce moment. C'est très dur, personnellement, c'est vraiment dur à vivre. J'ai vraiment eu une période moralement compliquée. Mais en même temps, on s'adapte. On s'adapte, exactement. Comme les caméléons. Il faut. Ouais. Je pense que malheureusement, les personnes qui n'arrivent pas à s'adapter, elles souffrent énormément. Et il y en a. C'est vrai. C'est une souffrance, ouais. C'est vraiment, on peut remarquer autour de nous une souffrance liée à cette culture. Après, il y a encore la parole, il y a les yeux, il y a la parole, il y a la manière d'être. Et dès qu'on arrive à s'intégrer, du coup, c'est comme s'il n'y avait pas de masque. Voilà. Cette crise sociale que l'on traverse aujourd'hui, eh bien, il faut faire la liste de tout ce qu'on a à disposition, de toutes les idées qu'on peut mettre en place pour co-construire. Donc, certes, on a besoin d'aide financière pour trouver des solutions, mais je pense qu'il faut aussi aller chercher nos crises et nos opportunités et d'autres opportunités. Des opportunités pour
plus d'intelligence émotionnelle, plus d'intelligence sociale. Et voilà, et je pense que les entrepreneurs et les entreprises ont un rôle extrêmement important à jouer dans tout ce qui se passe aujourd'hui. Non, question. Voilà, un tout grand merci à Laure Mercier, à Philippe Beck et à Christian Bonzon. Je passe la parole à mon ami Olivier. Bonne séance à tous. Je reviendrai, avant de passer la parole à notre premier et cher ami intervenant, Michel Balestra, je voulais juste vous revenir sur le thème de la soirée. Pourquoi on a choisi ça? C'est qu'on est conscients tous que la performance de l'économie, c'est comme une chaîne. Si un maillon est affaibli, si un employé, un certain pourcentage des employés, des collaborateurs d'une entreprise sont affaiblis, l'entrepreneur est aussi affaibli parce qu'il a une diminution de productivité. Toute l'entreprise subit cette perte de productivité. Si l'entreprise au sens global est moins performante, il est clair que en macroéconomie, c'est l'ensemble de l'économie qui est complètement affaibli. Donc, on crée une société, on commence à y venir gentiment, une société totalement assistée, avec une population socialement très fragile. Et donc, ça nous a paru vraiment important d'aborder ce thème ce soir. Et alors, on a repris un petit peu tous les thèmes qui étaient dans les médias parce qu'on voit qu'en ce moment, la survie économique, etc., on va en parler avec d'autres, mais c'est vraiment ce thème-là qui nous faisait plaisir à aborder avec vous parce que c'est tout un chacun, c'est chaque élément de l'entreprise qui est concerné par ça. Je vais maintenant passer la parole à Michel Balestra, qui est administrateur de Balestrafic, qui est président du conseil d'administration des SIG et qui est membre du comité du CREG. Bonsoir Michel. Bonsoir. La première question, parce que Michel va intervenir 2 fois, après une année pleine de cette crise, si tu pouvais nous faire un petit bilan de l'avancement des projets en cours, SIG, et puis de l'état d'esprit des équipes pour qu'on revienne à fond dans le thème. Oui, j'ai la chance d'être en grand écart entre 2 activités qui sont complètement différentes. La première des activités, c'est le transport et le déménagement, activité qui ne peut pas se passer dans des conditions informatiques de télétravail et qui oblige les collaborateurs à prendre leur véhicule tous les jours et à effectuer les 1600 livraisons que nous effectuons pour assurer l'approvisionnement du canton. Et les équipes de déménagement, nous avons 17 déménagements par jour à effectuer également. Et dans ces activités, mis à part le devoir de respecter les mesures barrières, l'hygiène des mains, le port du masque, la distance physique quand elle est possible, nous n'avons pas senti de grosses différences. Par contre, SIG, qui est une entreprise de 1700 collaborateurs, qui est une entreprise multifluide, qui s'occupe de l'eau, du gaz, de l'électricité, du traitement des eaux, du traitement des déchets et de la fibre optique, a des équipes sur le terrain qui développent les réseaux, qui les entretiennent ou qui assurent le ménage, et à des équipes d'ingénieurs, de techniciens et d'administratifs qui, eux, pratiquent le télétravail tous les jours. Et je me rends compte que la situation du télétravail, malgré le fait que SIG continue le développement de ses projets, que ce soit les projets solaires, que ce soit les projets de chauffage à distance, que ce soit les projets d'entretien des réseaux, et que SIG ait obtenu en 2019 des résultats qui sont tout à fait conformes à ce qui avait été budgété, eh bien pour les collaborateurs qui ne se rencontrent plus, la situation psychologique est différente, est difficile. Et pour moi, président du conseil, elle est difficile également parce que pour sentir le pouls d'une entreprise, les relations interpersonnelles qui peuvent être complètement improvisées et arriver au hasard sont très importantes pour se rendre compte de l'esprit, du fonctionnement. Et ces remontées du terrain donnent des informations qui aident à la prise de décision.
j'ai presque l'impression aujourd'hui d'être en train de travailler dans un jeu vidéo et de ne plus ressentir ce dont les individus ont besoin, parce que l'homme est un animal social et l'homme a besoin de ses relations interpersonnelles. Et je pense qu'il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps, parce que les plus fragiles d'entre nous pourraient en souffrir beaucoup. Merci beaucoup, Michel. Voilà, voilà. Merci encore, Michel. À tout à l'heure. Je vais maintenant passer, d'abord accueillir Vincent Subilia, qui doit être parmi nous, j'imagine. Je le vois sur l'écran central, il est là. Vincent est directeur général de la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève. On va tout de suite rentrer dans le sujet. En tant qu'association privée regroupant 2500 entreprises, vous côtoyez tous les entrepreneurs de la planète filiales et de services à Genève. Le chef d'entreprise, pour ses équipes, il joue un rôle essentiel de meneur, de guide, de chef d'orchestre, on l'appelle comme on veut. Vous le connaissez bien, ce chef d'entreprise. Il va comment aujourd'hui? Voilà, bonsoir à toutes et tous. Président, cher membre du comité du CREG, vous dire le plaisir qui est le mien de vous retrouver par voie digitale ce soir pour cette 99e réunion, ce qui témoigne de la longévité de votre magnifique forum. Un plaisir que l'on doit à eh bien, cet accélérateur digital qui est en réalité aussi le Covid, puisque je vous parle ici physiquement depuis la Maison de l'Économie, qui est le siège de la Chambre de commerce, que vous connaissez bien, au 4 boulevard du Théâtre, où depuis 155 ans maintenant, eh bien, la CCIG œuvre à défendre et promouvoir ses 2500 membres et au-delà le tissu économique genevois. Un tissu économique, cela a été dit, vous en êtes les témoins ici, et mon préopinant Michel Balestra, auquel je dis mes amitiés, en a fait état, qui traverse des temps extraordinaires au sens littéral du terme et donc passablement troublés. Et l'entrepreneur, pour répondre à votre question, Olivier, l'entrepreneur qui s'adresse à nous, eh bien aujourd'hui, il est, et j'ose le terme, très souvent dans un état de détresse parfois très profonde. Je donnerai ici, sans naturellement en citer le nom, l'exemple d'un restaurateur que j'ai accueilli il y a de ça 2 jours et qui est venu nous dire son désarroi ici, dans le respect des distances sanitaires naturellement et donc masqué, mais son masque ne masquait pas les larmes qui étaient les siennes pour nous dire les conséquences dramatiques que la pandémie déploie sur son activité et au-delà parce que oui, nous sommes tous des animaux sociaux et finalement cette pandémie, eh bien, elle se traduit par une immense solitude. La solitude qui est déjà celle du chef d'entreprise, mais qui se trouve accentuée par effectivement les mesures de distanciation qui ont été prises et qui nous obligent à être encore un peu plus seuls. Donc, encore une fois, la souffrance, elle est palpable. J'ai été très sensible aux témoignages préliminaires que vous avez partagés avec nous. Et ce que l'on observe ici, indépendamment, encore une fois, des conséquences dramatiques que le virus déploie sur le plan économique, c'est que finalement, en dépit de ces déploiements technologiques, et on le voit ce soir, moi-même j'avais, je l'admets volontiers, 2 bras gauches en informatique, et puis la crise qui nous force à être agiles et résilients, je pense que c'est les 2 termes qu'on peut retenir, eh bien, a tous fait de nous des geeks absolument, et maintenant, eh bien, on navigue avec une certaine dextérité entre Zoom, Webex et autres logiciels nous permettant d'interagir entre nous. Mes chers amis, au-delà de la magie des ondes, il y a la magie de l'humain. Et ça, effectivement, ça nous fait cruellement défaut aujourd'hui, le fait de pouvoir lever mon verre. Je le fais à distance et c'est une tasse de thé, mais à votre excellente santé. J'aurais aimé qu'on puisse le faire ensemble, sous un même toit, ici à la CCG ou dans les salles où le CREG nous réunit habituellement. Au-delà de ça, je me munis d'un petit flacon de liquide hydroalcoolique pour m'assurer que je respecte tous les gestes barrières en vigueur. Donc, il y a un grand vide
il y a un grand vide chez les entrepreneurs et nous le constatons ici au quotidien. Un vide et puis un certain vertige aussi parce que dans le drame qui se joue ici et qui est d'abord, j'insiste là-dessus pour pas que mon propos soit, qu'on se méprenne sur mes intentions, encore une fois, la pandémie, elle est d'abord sanitaire, c'est une tragédie humaine, mais elle déploie aussi ses effets crasses sur le plan économique, nous le savons. Et là, effectivement, une large partie des entrepreneurs sont très seuls. Alors, je développerai dans une deuxième partie, parce que là, j'ai peint un panorama grave, mais parce que la situation l'est de notre écosystème, je m'autoriserai à déployer dans un second temps un certain nombre ou à esquisser un certain nombre de pistes qui devraient contribuer à nous redonner ici le sourire, parce que finalement, et je vous le dis ici, et ce magnifique écran devant moi, cette mosaïque de visages soucieux pour certains, souriants pour d'autres, eh bien, elle témoigne de la très grande solidarité qui est aussi des leçons que l'on pourra tirer de cette crise sans précédent. Donc, l'entrepreneur souffre, il n'est pas seul et on va s'employer, moi comme d'autres, sans avoir la baguette magique ou la boule de cristal, mais à identifier des solutions qui lui permettent de sortir de ce long tunnel du Gothard. Je vous remercie de votre attention et à tout de suite. Merci beaucoup, M. Subilia, pour cette intervention. Deux petites choses avant de passer la parole à notre prochain invité, qui est Philippe Massonnet. D'abord, je voulais vous confirmer et puis vous rassurer un petit peu. On s'en est rendu compte tout à l'heure entre nous. On est encore assez bras gauche, nous, au niveau geek. Hein, donc, vous n'êtes pas tout seul dans ce monde-là. Hein. Même si on utilise la visioconférence quasiment tous les jours, on s'est rendu compte que pour accorder nos violons, c'était pas très simple. Et on a l'air d'être très à l'aise et que tout se passe bien. Mais voilà, on est venu un certain nombre de minutes avant pour préparer. Et voilà, donc c'est pas quelque chose d'acquis. Alors apparemment, je remercie beaucoup tout le monde. Gilbert Mouron me dit qu'il y a pas mal de discussions en cours. Si vous nous permettez, on va les remettre pour la fin, après les interventions de nos invités. Il y a certainement d'autres thèmes qui seront développés par vous. Donc on va y revenir, on va essayer de faire une petite synthèse et puis de revenir sur toutes vos questions après. Je vais maintenant passer la parole à Philippe Massonnet, qui est lui parmi nous autour de cette table, donc qui pourrait éventuellement faire partie des bras gauches en informatique, mais je ne veux pas dévoiler les noms. Philippe, comme vous le savez, est directeur général de Savoie, une société membre du groupe PMV et membre du comité du CREG. Donc, on va attaquer. Philippe, dans ton domaine, comment ça se passe dans ton entreprise, avec tes cadres et l'administration en général? Quelle est l'ambiance? On reviendra après sur ton métier proprement dit et sur la relation avec tes clients et fournisseurs. Mais dans l'entreprise, ça se passe comment? Le lien social, il n'existe plus, il est détérioré. Essaye de nous décrire un petit peu la situation que tu vis aujourd'hui. Alors, merci Olivier. Bonjour à toutes et tous. Je vais essayer de vous faire un panorama de ce qui se passe dans l'entreprise. Déjà, je vais commencer simplement par Figé PMV. PMV, on a 5 entreprises réparties sur 2 cantons dans quasiment 5 métiers différents, ce qui me donne aujourd'hui une image assez claire de ce qui se passe dans l'esprit des gens. Le bâtiment, dans un premier temps, puisqu'on va parler de Savoie, le bâtiment est moins touché que beaucoup de nos clients. Nous, on a la gestion de 5 étoiles, on faisait de l'événementiel, on a plus fait une équipe de 2 personnes avec grosso modo 400 mètres carrés dédiés juste à ça. On a pu installer un événement depuis mars l'année dernière. Donc, clairement, ça pèse sur le moral des troupes. Donc, on a perdu ce marché. On a perdu une grande partie de notre clientèle qui ne peut plus nous donner de travail, mais qui attend de reprendre ses activités. On a perdu, d'un autre côté, toute la partie maintenance où les gens nous demandent de venir ou de ne pas venir ou de venir qu'une fois dans l'année. Donc, tout un marché qui disparaît de notre chiffre d'affaires. Et puis, on a, heureusement pour nous, beaucoup de maîtres d'ouvrage qui ont maintenu leurs projets et pour lesquels on continue à travailler. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans l'entreprise, on a énormément d'inquiétudes chez nos employés. Hein. Je vais vous parler d'une manière générale des employés. Ça va partir des cadres, hein, des chefs de projet, ça va passer par les assistantes administratives, les assistants techniques,
les apprentis, les chefs de chantier, etc. Aujourd'hui, la première inquiétude, c'est quand c'est que ça va s'arrêter, comment on va être sanctionné ou contrôlé, est-ce que demain on peut venir, est-ce qu'on peut passer la frontière, pas la frontière, est-ce qu'on va nous faire des tests? Dernièrement, on a entendu qu'on allait demander aux entreprises de faire des tests tous les 3 jours aux frontaliers. Ensuite de ça, si vous regardez dans l'entreprise, les gens, ils ont une inquiétude puisqu'ils ont une vie sociale à côté. Donc, ils s'inquiètent pour leur famille, ils s'inquiètent pour leurs enfants, ils s'inquiètent pour leurs parents. Tout ça pèse sur l'entreprise. Dans l'entreprise elle-même, on ne peut plus faire de repas, on ne peut plus faire de séances, on ne peut plus faire de repas de fin d'année, on ne peut plus faire de sorties. On a du mal à avoir la vie sociale qu'on avait avant, on ne peut pas se retrouver au restaurant, on ne peut pas faire une sortie bureau mensuelle pour aller manger une pizza, quitte à revenir un petit peu après les horaires. Tout ça a disparu. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit s'arranger que malgré les contraintes sanitaires, on doit continuer à faire des petits-déj, on doit continuer à rassurer les gens tout en prenant nos distances, tout en le faisant moins souvent et en espérant que personne ne nous dénonce parce qu'il ne manquerait plus que quelqu'un vienne nous visiter pendant qu'on fait un petit-déj un vendredi matin puis qu'on estime qu'on ne devrait pas le faire. Donc, on a une forme d'obligation de rester dans les clous, mais on a surtout une forme d'obligation de garder un fort moral dans l'entreprise et puis permettre aux gens d'oublier quelque part toutes ces contraintes. Un autre point qui est aussi très à la mode aujourd'hui, c'est le télétravail. Alors, les débats sont souvent assez fertiles. Nous, le télétravail, les gens chez nous n'en veulent pas. Alors, on le fera si on est obligé, mais ils n'en veulent pas parce qu'ils n'ont pas envie de se retrouver chez eux. Je crois qu'ils ont vécu une période en avril, mai et mars l'année dernière qui les a tous plus ou moins traumatisés. Donc, les gens veulent venir travailler au travail. Ils veulent cette vie sociale. Donc, le télétravail chez nous n'est pas extrêmement porteur. Un autre point que j'ai remarqué sur nos employés, c'est que la pression que je vous décris, elle est chez tout le monde. Elle est chez le maître d'ouvrage, elle est chez le client, elle est chez le fournisseur. Tout le monde a peur pour demain. Tout le monde a du mal à sortir son argent. Donc, les délais de paiement s'allongent. Tout le monde est tendu. Qu'est-ce qui se passe? Les gens qui sont en première ligne chez nous, les assistants, les chefs de chantier, nos chefs de projet, ils en prennent plein la gueule. Et résultat des courses, moralement, j'ai rarement vu une année qui a épuisé autant les gens. Et il y a des gens qui ont craqué. Il y a des gens qui m'ont dit, moi, je ne veux plus faire ce métier. Je veux aller sur un chantier, je veux tirer les fils, je veux poser les câbles, mais je ne veux plus faire les séances de chantier. Je ne veux pas en prendre plein la tête parce que ça ne va pas, puis tout le monde s'en prend à ceux qui sont gentils et puis les malmènent. Donc, il y a quand même du dégât à ce niveau-là. En finalité, ce qu'il faut faire, et je finirai là parce que j'ai toujours du mal avec les temps, il faut que le patron soit à la barre, il faut envoyer un message positif. Si vous avez des soucis, il ne faut pas que les gens aient l'impression que les salaires ne tombent pas, il ne faut pas que les fournisseurs réclament, il faut faire comme si tout allait bien, bon si on peut, mais dans tous les cas, vous devez communiquer en tant que meneur, aucun élément négatif, vous devez être positif, vous devez entraîner, vous devez être créatif et vous devez amener l'entreprise vers demain en disant aux gens que tout va aller, en mentant pas évidemment, en étant clair, mais surtout, pour moi, le point le plus important, c'est que vous devez être là, vous ne devez pas être absent, vous devez les soutenir et envoyer un message négatif. Et puis, quelque part, on voit que malgré tout, avec tout ça, ça marche quand même dans le bon sens. Voilà, merci. Merci beaucoup, Philippe. Avant qu'on continue avec Michel, j'avais juste une question stratégique pour la réunion. Puisqu'on attend de Thierry Dean qui nous fasse gentiment et efficacement, comme il fait d'habitude, une synthèse de la réunion, est-ce qu'il est bien connecté? Est-ce qu'il a bien entendu déjà la première partie des interventions? Merci encore, Olivier. De mon point de vue, je pense que je suis bien connecté. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, c'est magnifique. Parfait. OK, c'est tout bon. Super, à tout à l'heure. Alors, Philippe a commencé à en parler. Maintenant, on va passer une deuxième phase de la réunion. On va arrêter de broyer du noir. On va passer un petit peu à l'avenir. Philippe a commencé à dire quelques mots sur une des manières de voir le côté positif des choses. Et maintenant, on compte sur Michel, parce que Michel va maintenant nous parler des projets SIG, qu'est-ce qui est en cours, qu'est-ce qui va continuer à être développé et surtout comment
en lien avec ces projets, on arrive à garder les troupes motivées? Et puis, pendant qu'on y est, également la même question pour Balai Trafic. Alors, évidemment que tout ce que nous a dit Philippe, je le ressens et je le partage. C'est un bon retour du vécu sur le terrain. Une récente étude française annonce que 58% des chefs d'entreprise ou des directeurs d'entreprise sont dans une situation psychologique difficile. Et notre directeur de la Chambre de commerce a identifié ceux qui ont été empêchés de travailler et qui ne peuvent pas du tout réaliser de chiffre d'affaires. Et ça, c'est une horreur. Il faut absolument que la collectivité arrive à mutualiser les charges qui sont leurs charges fixes, de manière à ce qu'ils sortent tous vivants de cette crise Covid dont on ne connaît pas l'échéance. Mais lorsque l'on peut, et si je le peux, et si j'ai fait 250 millions d'investissements par année, dont 90 millions d'entretien sur les différents réseaux, et nous avons un projet de chauffage à distance d'1,350 milliard pour lequel nous allons travailler entre Gémilac et le CAD ces prochains mois et ces prochaines années pour donner du travail aux entreprises qui en ont besoin, pour des projets que nous avons la possibilité de financer et qui sont des projets qui, à moyen terme, auront un rendement qui permettra à la fois d'amortir l'ensemble de ces investissements, mais aussi de donner un réseau de plus à l'entreprise publique SIG pour asseoir ses revenus et son chiffre d'affaires, tout en fournissant pour 40% des calories une énergie 100% renouvelable, et ce sera bon pour les entreprises genevoises pendant la construction, bon pour SIG parce que ce sera un réseau de plus, et bon pour la planète parce que Genève sera certainement une des seules villes qui pourra affirmer qu'elle a atteint l'objectif de fournir 40% de ses calories en 100% renouvelable. Il faut ajouter qu'avec les programmes que Philippe connaît bien, comme Eco21, programme auquel nous avons associé l'ensemble des électriciens genevois, nous avons déjà réussi à diminuer de 8% la consommation électrique malgré les augmentations du PIB genevois, du produit cantonal genevois, de ces 10 dernières années. Et nous sommes une seule ville en Europe à avoir eu un développement économique avec une diminution de consommation du fluide électrique. Donc, nous allons également nous battre pour continuer les investissements dans le solaire, qu'on espère ces 20 prochaines années multiplier par 10. On a dernièrement à Lancy, sur le stade de Genève, sur Palexpo, bientôt sur l'aéroport, développé de grandes centrales solaires, et nous allons continuer aussi dans ce sens-là. Et SIG doit continuer à investir pour améliorer les conditions de production de gaz à effet de serre pour le climat et donner du travail aux entreprises genevoises ces prochaines années. Voilà le message que je pouvais apporter. Merci beaucoup, Michel. Je vais poser à peu près la même question à Vincent Subilia de la Chambre de commerce. Votre vision pour l'avenir, ou plutôt, ce n'est pas que votre vision à titre personnel n'a pas d'intérêt, mais la vision de l'ensemble des entreprises que vous représentez pour l'avenir à court terme, puisque je pense que personne autour de la table, ni dans vos bureaux, peut avoir la prétention de voir même à moyen terme. Donc à court terme, les entrepreneurs, à votre avis, ils sont dans quel état d'esprit? Merci de me redonner la parole. Alors effectivement, après le tableau relativement sombre que je vous décrivais, les dommages collatéraux que génère la crise sur le plan économique naturellement, mais aussi, et c'est l'objet de la discussion de ce soir qui est très riche, je trouve, en termes
morale et psychologique, je souhaitais esquisser ici avec vous quelques pistes, ces lueurs d'espoir que l'on voit poindre au bout du tunnel. Et je pense que la Chambre, eh bien, sans avoir la baguette magique ni la boule de cristal, peut être un baromètre de l'état d'esprit de nos dirigeants d'entreprise, mais aussi de par l'activité que nous déployons, de ce que peuvent être des pistes qui nous permettront, parce que nous y parviendrons ensemble, de sortir de cette trop longue ornière qui s'est abattue sur nous. Voilà maintenant 1 an que nous avons basculé dans ce monde d'après et le changement de paradigme qu'il nous impose dans nos quotidiens, les mesures intrusives, pour certaines très coercitives, qui nous sont imposées pour préserver ce bien commun qu'est notre santé. Mais la grande difficulté, mesdames et messieurs, et c'est celle que nous menons au quotidien, je parle ici également comme député, eh bien, c'est d'arbitrer, d'identifier cette ligne de crête qui est assez fine entre les exigences sanitaires qui sont légitimes et les paramètres économiques qui doivent être entendus. Et c'est donc un travail d'équilibrisme que font nos autorités dans ce cadre fédéraliste que nous choyons, mais qui rend l'exercice encore plus compliqué. Et lorsque je vous disais qu'il y a des raisons de rester optimiste, et à titre personnel, moi j'ai un atavisme très marqué parce que je suis optimiste de nature, eh bien c'est parce que d'abord, dans cette crise, vous n'êtes pas tout seul. Et le simple fait que l'on puisse se retrouver ici, et ça a aussi vertu quasiment de thérapie de groupe, de pouvoir échanger, eh bien témoigne des très fortes solidarités qui se tissent durant la crise. Et c'est probablement, je le disais tout à l'heure, solidarité qui rime avec fraternité, un des enseignements que l'on pourra tirer de la Covid. Je vous disais que vous n'étiez pas seul parce que vous avez autour de vous des institutions qui, comme le CREG, comme modestement la CCG, eh bien, se battent au quotidien pour faire en sorte que notre quotidien, précisément, soit le moins sombre possible, mais surtout que notre avenir soit lumineux. La Chambre, depuis le début de la crise, a été de tous les combats, et j'entends continuer à mener ici avec notre équipe. Vous savez, on est une petite PME, mais avec esprit start-up, comme je dis souvent, je peux m'appuyer sur une trentaine de collaborateurs très engagés. Eh bien, nous allons mener toutes les batailles qui nous permettront de remporter cette guerre, parce que c'est une guerre dont il s'agit contre le virus. Parce qu'il nous appartient ici, pour sauvegarder ce qu'il fait le dynamisme de notre tissu économique et dont vous êtes toutes et tous des représentants, eh bien, de prendre toutes les mesures qui s'imposent. Et c'est ainsi que la Chambre, qui a aussi pour vocation de porter dans le champ politique la voie de l'économie, a plaidé votre cause au quotidien, qu'il s'agisse de ces acronymes barbares que vous connaissez désormais par cœur, comme la RHT, les APG, qu'il s'agisse aujourd'hui de l'adoption d'un véritable plan Marshall d'indemnisation des entreprises que nous voterons, et les majorités vont être dégagées ici parce qu'on arrive à sortir, disons, d'une lecture trop partisane, à transcender les clivages dogmatiques. Nous allons adopter, j'en ai la conviction, demain au Grand Conseil, un projet de loi ambitieux d'indemnisation des entreprises qui ira au-delà de ce que la Confédération, qui a délié par ailleurs davantage les cordons de la bourse, eh bien, met sur la table. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il est essentiel de construire demain, de préserver encore une fois ce qui fait la prospérité de notre tissu économique, c'est-à-dire les talents que vous représentez, et qu'à ce titre, pour éviter que la casse sociale ne soit encore plus prononcée, eh bien, il faut prendre des mesures énergiques et rapides. Voilà le quotidien de la Chambre de commerce, et c'est la raison pour laquelle je voulais dire que nous entendons naturellement cette souffrance. La Chambre est une institution privée. Je ne touche pas un centime de l'État. Je dois donc mener notre barque comme le ferait tout chef d'entreprise. Alors certes, on a un statut associatif, donc je n'ai pas pour vocation de générer du dividende au bénéfice de mes actionnaires, mais eh bien, j'ai cette obligation comme vous, d'assumer les charges qui sont les miennes, notamment en termes salariales. Le fait que nous soyons indépendants me permet aussi de porter un regard critique, mais j'espère constructif, sur l'activité que déploient nos autorités. Mais nous travaillons main dans la main avec elles
pour faire en sorte, encore une fois, que vous soyez soutenus. Donc, j'aimerais vous dire ici, en réalité, que les entrepreneurs ont été écoutés, entendus, et que nous espérons que demain, ils puissent être soutenus à la hauteur des enjeux, c'est-à-dire que les grands mots, les grands remèdes, et qu'il s'agit ici de se donner encore une fois les moyens d'atteindre l'objectif. Donc, sous l'angle de la détérioration du lien social, j'ai bon espoir ici que nous puissions toutes et tous nous retrouver autour de la machine à café ou d'un apéritif, pourquoi pas, c'est l'heure, ensemble dans les temps qui viennent. Parce que au-delà, disons, des mesures économiques qui vont être prises, qui sont prises actuellement pour nous permettre de négocier ce trou d'air très marqué, eh bien, la lueur véritable, elle se fait jour sur le plan sanitaire. J'étais cet après-midi dans l'un des nombreux centres de vaccination dont s'est doté le canton. Il s'agissait de celui qui a mis sur pied et vient d'inaugurer la clinique des Grangettes. Et j'ai vu ces fameux flacons de vaccins qui sont autant de doses d'espoir. Parce qu'aujourd'hui, pour sortir de cette crise, eh bien, c'est la réponse qui s'impose et dont on espère naturellement toutes et tous qu'elle va pouvoir se déployer avec la rapidité que dicte l'urgence de la situation. Donc, mesdames et messieurs, je pense que j'ai la conviction, sans avoir encore une fois la baguette magique ou la boule de cristal, eh bien, que nous sortirons ensemble de cette crise et que nous en sortirons, en réalité, c'est difficile de l'imaginer aujourd'hui, grandis. Grandis parce que c'est dans l'adversité eh bien, que l'on montre le meilleur de nous-mêmes et que tout ce qui ne nous tue pas nous rend probablement plus forts. C'est difficile à imaginer aujourd'hui une journée de janvier lorsqu'elle est particulièrement grise et que l'on souhaiterait pouvoir se serrer dans les bras et qu'on est contraint d'étreindre son ordinateur plutôt que son voisin de table. Mais j'ai la conviction que c'est ce qui nous attend et sachez en tout cas que la CCIG, avec d'autres naturellement, eh bien, se bat pour faire en sorte que demain, nous puissions nous retrouver. Je vous remercie encore une fois de m'avoir donné la parole. On se retrouve dans quelques minutes pour une très courte conclusion. On va passer un petit peu maintenant dans le passé. Christian Piton voulait absolument nous parler de son expérience du télétravail durant le premier confinement. Je n'ai aucune idée de ce dont il va parler, mais il a tellement insisté qu'à mon avis, son expérience a dû être bénéfique et on va voir. Je sens qu'on est dans le monde de la désinformation en ce moment avec mon ami Olivier. Bon, en tous les cas, Vincent, moi j'aimerais juste te dire une chose. Ton action déjà au mois de mars, sauf erreur, pour le rapatriement en catastrophe des masques depuis la Chine, c'était déjà magnifique. Donc, merci. Et puis, juste un petit clin d'œil, le plan Marshall, c'était surtout pour les Américains, mais le plan Wallon, c'est surtout pour les Suisses. Donc, je préfère le plan Wallon. En fait, le premier confinement, j'étais patron d'une entreprise avec 150 personnes. Et puis, je terminais en fait dans cette entreprise et normalement, je devais partir en vacances. Et là, je rejoins parfaitement mon ami Philippe Massonnet. En fait, j'ai tenu à rester sur place et sur le bateau encore pendant 3 semaines. Je ne voyais pas abandonner le bateau comme ça en pleine crise. Et puis, pourquoi je voulais rester? Pas pour m'accrocher comme un traîneur de sabre, mais c'est pour rassurer, c'est pour communiquer, c'est pour être présent, c'est pour encourager, c'est pour faire de l'information sur la situation de l'entreprise et de la santé du personnel. Et de faire 2 vidéos, en tous les cas pour les clients, pour les rassurer qu'on était là, à l'écoute, à disposition et qu'on répondait présent. Et puis de faire 3-4 vidéos pour le personnel, pour les informer, les rassurer, les encourager, les remercier et surtout également passer sur les sites, chantiers, centres commerciaux, magasins, patrouilleurs, agents de circulation, de jour, de nuit et le week-end. Montrer que le patron, il est avec eux dans le terrain et pas en télétravail. Et ça, c'est important. Organiser du matériel de protection, des masques, du gel et des gants ont été nos premières préoccupations. Mettre bien entendu en place les mesures barrières
plan de désinfection, des bureaux, des véhicules, puisque les agences passent les véhicules. En fait, le maître mot, c'était être avec eux et être à l'écoute. Et pour moi, c'est ça la mission d'un patron. Merci Olivier. Merci beaucoup, Christian. Je vais passer maintenant la parole, je pense qu'il est là, parce que je l'ai vu sur l'écran, à Rachid Mefta. Bonjour, bonsoir tout le monde. Vous m'entendez? Oui. Rachid est directeur commercial chez FedEx, donc on passe de la TPE et de la PME, ce qui nous concerne pratiquement tous, à une grande multinationale. Il est directeur commercial chez FedEx, il est en charge d'une partie de l'Europe et il gère principalement les grands comptes pharma, si je ne me trompe pas. C'est un petit peu d'actualité, hein, mais voilà. On va pas rentrer là-dedans. Toi qui gères des équipes à distance, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil concret à des dirigeants de TPE et PME qui se retrouvent du jour au lendemain à devoir gérer leurs équipes à distance, sachant que c'est une obligation, c'est un passage obligé maintenant, qu'ils n'ont pas été formés pour ça et que tout se fait un petit peu dans l'urgence. Tu peux dire d'autres choses, évidemment, hein, mais sans dépasser le temps, puisque quand on entend une cloche, c'est notre président qui va te stresser. Mais ce qui serait intéressant, c'est d'avoir un petit peu ta vision du contexte, mais surtout d'accentuer sur cette partie-là des bons hommes. D'accord, merci, bonsoir à tous. Donc tout d'abord, je dirais aux responsables d'équipe, aux dirigeants, que vous pouvez continuer à avoir un impact positif sur la conduite des affaires et des équipes, et surtout du bien-être des équipes, spécialement maintenant. Donc, comme Olivier l'a dit, je gère une équipe de 8 personnes réparties en Europe. Donc, ce n'est pas nouveau la façon de gérer une équipe virtuelle. Cependant, avant, j'avais l'occasion de les rencontrer 2-3 fois par année, d'aller en rendez-vous avec. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, j'ai dû quand même m'adapter un petit peu. Donc, je vais dire, il y a 3 choses clés vraiment. La première chose, c'est d'utiliser les bons outils. On l'a vu ce soir, on est sur Zoom, Microsoft Teams et d'autres outils. Ce n'était pas facile de s'y mettre au début. Ce soir, ça fonctionne très bien. Donc, je m'assure de toujours appeler mes équipes et de leur demander de venir en vidéo, qu'on puisse se voir un petit peu ce qui se passe chez elles. Ça ouvre la discussion de voir quelqu'un. On le fait avec les clients aussi. Donc, parfois, les clients ne se mettent pas en vidéo, mais on le fait systématiquement et on s'est rendu compte avec les mois que les clients, finalement, avaient l'habitude, et même les personnes en interne chez nous, de venir et de connecter la vidéo directement. C'est devenu quelque chose de naturel. Il faut aussi avoir une interaction fréquente avec son équipe. Pour ma part, c'est 1 fois par semaine, donc formellement le lundi matin à 9h30 pour revoir ce qui s'est passé la semaine précédente, les objectifs, passer les informations, mais surtout écouter aussi ce qui se passe. Et à ce moment, j'encourage vraiment un dialogue ouvert, participatif. J'inclus tout le monde. Comme quand on a une réunion face à face, vous avez toujours 1 ou 2 personnes qui sont plutôt discrètes. Donc là, j'essaye de les amener, de dire, voilà, Michel, qu'est-ce que tu penses de ce sujet, etc. Et surtout, ne pas oublier les interactions individuelles, parce que je ne m'adresse pas uniquement à l'équipe, mais 1 ou 2 fois par semaine, j'ai encore un appel vidéo individuellement pour revoir des dossiers, pour discuter d'autres choses aussi. Ce qui était très important aussi avec ce télétravail, finalement, c'est de continuer à définir les objectifs clairs et surtout les moyens d'y parvenir, mon support, et sur le chemin, quantifier, mesurer les résultats, célébrer les réussites. Donc, tous les lundis, je donne la parole à mes équipes pour voir ce qui s'est passé la semaine précédente, si quelqu'un a eu une affaire positive avec un client ou un dossier qui a avancé. On célèbre aussi les anniversaires, donc pas tous les lundis, évidemment. Les anniversaires ne tombent pas tous le lundi. Ce que je fais, je prévois un appel supplémentaire dans la semaine, donc vidéo, et 5-10 minutes, on parle d'autre chose. Si c'est le vendredi soir, on peut même ouvrir une bouteille et puis célébrer, boire un verre ensemble. Et puis finalement, ne pas oublier l'humour et avoir un peu de détachement vis-à-vis de tout ça. Je pense que ça nous fait à tous du bien, surtout en cette période. Voilà, Olivier. Donc, si des gens veulent continuer à converser sur ce sujet, vous avez mon nom, FedEx, vous pouvez me trouver sur LinkedIn. Voilà, c'est un plaisir de partager mon expérience avec vous. Merci, Olivier. Merci beaucoup. Et puis, inutile de dire que ton intervention a fait suite à une soirée raclette bien sympathique la semaine dernière. Merci encore. Voilà. À très bientôt. Merci. On va revenir avec Philippe Massonnet de Savoie maintenant. Il a commencé à en parler tout à l'heure. Tout à l'heure, il a parlé de ses équipes, mais ce qui nous intéressait aussi, c'est d'avoir un compte-rendu assez exhaustif des
du comportement de ces clients et maîtres d'ouvrage. Comment ils se comportent, qu'est-ce qui a changé chez eux, comment tu gères entre guillemets, cette nouvelle génération de rapports avec eux. Alors, merci. Alors, je vais pas forcément être que positif sur nos maîtres d'ouvrage, bien que la première chose que je puisse faire, c'est les remercier de nous donner du travail, parce qu'il y en a qui nous en donnent. Il y a des gens qui n'ont pas peur de continuer leur projet. Mais d'une manière générale, et ça c'est ce que je voulais dire aussi au début, on essaie de rassurer nos troupes, on essaie d'être positif, on essaie de faire en sorte que rien ne se voit, mais fondamentalement, et ça j'en avais eu l'occasion d'en parler dans une dernière séance du CREG, le comportement sur les chantiers de nos gens, les habitudes de l'avant-Covid. Alors, ça peut être passer un peu trop de temps à la pause le matin, ça peut être se tirer à 4 heures au lieu de 4h30. Ça, fondamentalement, Covid, pas Covid, je ne crois pas que c'est beaucoup changé. Il faut savoir que dans le bâtiment, nous, on a une dizaine de personnes au bureau, puis on en a 100 sur les chantiers, répartis sur 40 chantiers, et on ne peut pas les surveiller. Donc, il faut savoir que le Covid a traumatisé beaucoup de gens, a cassé beaucoup la dynamique économique, mais les mauvaises habitudes, il ne les a pas fait forcément changer. Donc, nous, on doit faire avec ça. Nous, pour revenir aux maîtres d'ouvrage, il y a ceux qui nous donnent du travail et il y a ceux qui jouent le jeu et il y a ceux qui font des efforts pour que les paiements, les procédures administratives se déroulent bien. Et puis, une grande majorité de nos maîtres d'ouvrage, pas forcément par mauvaise volonté, mais ont des équipes. Alors déjà, le télétravail a déstructuré les sociétés, les bureaux d'architectes, les bureaux d'ingénieurs, les gens sont joignables, ne sont pas joignables, ils n'ont pas le document sous la main, etc. Donc déjà ça ne nous arrange pas. Parce que nous, quand on fait une demande d'acompte mensuelle, c'est pour qu'elle soit payée 30 jours après, pas 60 ni 90. Donc on courait déjà après l'argent avant, mais on court encore plus. Et puis maintenant, on fait face à de la mauvaise foi parce que c'est la faute au Covid, c'est la faute au télétravail, c'est la faute aux documents que je n'ai pas, c'est la faute à je ne sais pas quoi. Ensuite, quand vous faites des séances de prééducation, c'est-à-dire que quand on va vous adjuger un travail, on vous convoque, on convoque les 3 premiers ou les 4 premiers, puis on va leur demander un dernier petit effort. Mais maintenant, dans le dernier petit effort, il y a non seulement le dernier petit effort, mais il y a aussi inclure les éléments du Covid. C'est-à-dire, ah oui, mais si vous avez quelqu'un qui est Covidé, ben écoutez, nous, on ne veut pas le savoir. C'est-à-dire, vous avez un élément Covidé, nous, on en a entre 1 et 3 par semaine qui sont testés positifs au Covid sur 110 personnes. Ça veut dire qu'il faut l'enlever du chantier, il faut le mettre en quarantaine, il est absent environ 10 jours, et nous, nos maîtres d'ouvrage ne veulent pas savoir. Donc, les plannings sont encore plus compliqués qu'avant, parce qu'il faut inclure l'aspect Covid. Ensuite, je pense que ça n'a échappé à personne hier à la RTS, les CFF, qui avaient moins de passagers, donc ont perdu 600 millions. Donc, clairement, ils bloquent tous les chantiers de la région romande. Il y a des centaines de millions d'investissements qui sont bloqués. Il y a des gens qui ont appris dimanche soir que ce n'était plus à peine qu'ils se pointent sur leur chantier le lendemain matin parce que les CFF, ils bloquaient leur projet. Donc ça, j'imagine qu'en termes d'effet Covid, ce n'est pas négligeable non plus. Bon, moi, j'ai la chance de ne pas travailler pour les CFF, mais j'aurais pu être de ceux qui avaient un mandat avec eux. Après, j'ai eu à Noël, parce qu'on court beaucoup après l'argent avant Noël pour payer nos fournisseurs, nos salaires, nos 13e et tout, on a eu l'histoire des banques. Parce que les banques sont bien gentilles. Elles se sont dépêchées de nous prêter beaucoup d'argent et je les en remercie. Mais à mon avis, elles ne doivent plus payer les 0,75% non plus. Donc, en les prêtant, j'imagine qu'elles ont gagné de l'argent. Hein. Je ne sais pas si je dis une bêtise, mais je me pose la question. Mais aujourd'hui, quand vous avez un crédit de construction et qu'on vous dit que non seulement votre entreprise générale est déstructurée parce que les gens qui s'en occupent, ils sont là, ils ne sont pas là, mais qu'en plus le banquier est en télétravail et que pour faire signer le client, vous arrivez à doubler les délais. Mais nous, quand on double les délais de paiement, on ne double pas les délais de paiement des salaires et des fournisseurs. Donc là, pour moi, ça relève d'un scandale absolu. Je ne vous reparlerai pas du télétravail, je vous en ai dit ce que j'en pensais. Maintenant, je vais quand même finir, mais après la cloche, je ne vais pas durer trop longtemps, mais je vais quand même finir sur 2 points positifs. Le premier, c'est que vous avez malgré tout des gens qui
malgré toute cette organisation, font des efforts pour améliorer les paiements, mais il y en a trop qui n'en font pas assez ou qui subissent la loi du Covid ou la désorganisation liée à cette économie. Et là, il faudrait quand même qu'ils pensent à nous. Et puis le deuxième, mais ça, je suis obligé de le faire parce que ça fait des années qu'on en parle, et Michel en a parlé tout à l'heure, grâce à sa présidence au SI, il a quand même permis, et c'est le seul service industriel de Suisse romande, hein, malgré tout, qui pense aux entreprises locales. Ils ont mis des projets en place où effectivement les entreprises, et moi au travers des associations patronales, on est directement impliqués. Il a parlé du solaire, mais il n'y a pas que les panneaux solaires sur Palexpo, il y a toute l'ouverture au solaire sur les villas, sur les immeubles, qui vont être faits par les petites entreprises, des petites PME. Il y a les pompes à chaleur, il y a le raccordement au cadre qui va donner du boulot aux chauffagistes et aux sanitaires. Il y a aussi Eco21 pour l'économie d'énergie dans les communs d'immeubles. Et ça, c'est une part qui est non négligeable et il pourrait nous concurrencer s'il voulait faire comme la Romande Énergie, comme le groupe E à Fribourg. Et il tient mordicus une autre politique et ça, il fait partie en gros des maîtres d'ouvrage. Et ce n'est pas parce qu'il est là et que je lui tire les pompes, hein, je vous rassure, mais c'est parce que c'est vrai et qu'il faut des entrepreneurs dans des entreprises comme SIG pour que ce partage du travail, il existe. Alors, tout n'est pas négatif, mais franchement, il y a des gens qui devraient saisir le vrai problème du Covid et penser à ceux qui travaillent pour eux et faire en sorte que toute la fluidité, que ce soit du paiement, de la structure administrative, ça ne devrait pas être un handicap. La preuve, on est tous aujourd'hui 44 personnes qui n'étaient pas geeks il y a encore quelques semaines ou quelques mois. Et puis on communique sans anicroche avec des moyens qu'on connaissait encore pas il n'y a pas longtemps. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas nous raconter la messe et il faut que les gens qui nous donnent du boulot fassent les efforts nécessaires pour que les entreprises n'aient pas à subir ce problème supplémentaire dont elles ne sont pas responsables. Voilà, merci. Merci beaucoup. Pour la cloche. Merci beaucoup. Je voulais d'abord éviter toute ambiguïté depuis le début de la séance et même dans notre préparation de la séance. On a parlé de la cloche. La cloche, ce n'est pas une personne. Elle existe, elle est physiquement là. Et c'est Gilbert Mouron, notre président, qui est juste derrière nous, qui joue de la cloche quand les intervenants dépassent leur temps. Donc, elle existe. Je vais passer maintenant la parole à deux personnes de l'AIESEC. Je pense qu'on dit ça comme ça. C'est l'Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales. Un nom qui est presque aussi difficilement prononçable que le mien. Anne-Lotte Pergic, je crois que je l'ai bien prononcé. Et Kitri Soniac. Donc, vraiment, en 2-3 minutes, on compte sur vous. C'est en plus d'actualité. Résumez-nous le moral des troupes dans le monde des étudiants. Ah, voilà. Ok. Déjà, bonsoir à toutes et à tous. Et merci beaucoup de nous accueillir ce soir sur un sujet qui nous tient beaucoup à cœur. Plus fort. Pardon ? Plus fort, s'il vous plaît. Pardon. Voilà. Désolée. Du coup, comme j'ai dit, merci de nous accueillir ce soir. Mais pour rentrer un peu dans le vif du sujet et pour ne pas tourner autour du pot, vous nous parlez de l'étudiant et en soit, l'étudiant souffre et l'étudiant s'inquiète. Il en va un peu de soi, mais à l'université, comme dans toute autre entreprise ou start-up ou organisation, le lien social a subi une énorme détérioration. Il est connu que la plupart des étudiants vivent seuls ou en colocation, loin de leur famille. Donc de là se pose la question, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on rentre chez soi et du coup on n'a pas un lieu adéquat pour étudier ? Ou est-ce qu'on reste sur place et on se creuse un peu un trou de solitude ? Nous sommes jeunes, nous sommes motivés et nous sommes résilients. Mais concernant notre morale, il est très difficile pour nous aussi de se projeter, que ce soit académiquement, personnellement ou professionnellement. Notre solitude et notre isolement sont à leur max et les années qu'on nous a vendues comme les plus belles de notre vie, celles où on rencontre nos amis de toujours, deviennent très fades et solitaires, malheureusement. Nos chambres à coucher sont devenues un peu nos bureaux, nos salles de cours, nos lieux de repos, et au stade où on en est, ils sont aussi devenus un peu nos bars. Mais pour tout ça, je laisse la parole à Estelle, qui est la vice-présidente de l'association d'actualité, qui va nous parler un petit peu de son vécu pendant le premier confinement. En tout cas, merci et Estelle, je te laisse la parole. Oui, merci Anne-Lotte. Donc bonsoir à tous. Du coup, oui, comme a dit Anne-Lotte, je vais un petit peu vous parler de comment moi, en tant qu'étudiante, j'ai vécu, en tout cas, le confinement. Donc quand on a 22 ans, qu'on n'habite plus chez ses parents, ce qui est mon cas, et qu'on est complètement autonome sur tous les aspects de notre vie,
qu'on est étudiant à l'université, c'est déjà de base pas très facile. La vie de tous les jours, elle peut déjà paraître très dure et on peut se sentir seul assez facilement. Mais la vie étudiante, elle peut rattraper le coup. On a des amis, on en rencontre des nouveaux, on découvre des lieux dans un environnement qui n'est pas toujours familier. On va à l'université, on est motivé avec d'autres, et puis on rentre même dans des associations, comme c'est le cas pour nous, pour Anne-Lotte et moi. Alors, si on enlève tout ce côté humain, la vie, elle a l'air encore plus solitaire. Pour moi, j'ai passé mon tout premier confinement seule chez moi. Mes colocataires étaient rentrés chez leurs parents. Je devais rester ici car j'avais toujours mon travail. Déjà, c'était une grande chance pour moi par rapport à beaucoup de mes collègues, car moi, j'ai gardé mon travail. Mais je ne me suis jamais sentie aussi seule que pendant ce moment et aussi peu motivée pour mes études qui étaient maintenant complètement en ligne. Alors, j'ai essayé de m'occuper, de trouver dans ma solitude un peu de créativité. Donc, c'est vrai que les réseaux sociaux ont été d'une grande aide et bien l'un des seuls moyens que j'ai eu de partager avec d'autres personnes dans le même cas que moi et de garder un semblant de lien social avec le monde extérieur. Quand son espace de vie se limite à une chambre et une cuisine et que la seule chose que l'on va voir est son ordinateur, il est difficile de s'activer et de trouver la motivation de se lever le matin. Mais maintenant, je comprends que la vie étudiante, c'est un tout. Ce n'est pas que réviser toute la journée. C'est aussi le côté social. Et c'est un des plus, voire le plus important de cette fameuse vie. Du coup, voilà pour mon histoire. Et je pense que je peux parler pour l'AIESEC. On remercie Gilbert et les animateurs de cette réunion qui nous donnent encore une fois une opportunité de vous transmettre en fait notre vision en tant qu'étudiants. Et vous remercie à tous de votre écoute. Donc, très bonne soirée à tous. Merci beaucoup. J'espère que la prochaine fois, on pourra vous faire sortir de votre chambre de cuisine. À vous tous. Merci encore pour votre intervention. Juste pour information, on arrive bientôt au terme de cette réunion. Dans l'ordre chronologique, Thierry Dim, comme je vous l'ai dit précédemment, va nous faire une micro-synthèse de toutes les présentations. Ensuite, je redonnerai la parole à Vincent Subilia de la Chambre de commerce pour également une mini-conclusion. Et puis enfin, Michel Balestra, devinez quoi, pour également une mini-conclusion. Et ensuite, je repasserai évidemment la parole à notre président. Alors Thierry Dim, tu es encore avec nous. Je te laisse faire ta synthèse habituelle. Et rebonjour. Merci Olivier. Je remercie également tous les participants à cette réunion. Ce qui était bizarre, c'est qu'on avait deux types d'échanges. À ma droite, c'est-à-dire au niveau de online, on avait les orateurs officiels. De l'autre côté, il y avait les gens qui conversaient à travers les messages. Et les échanges qui étaient au niveau des messages, c'est plutôt des messages par rapport au vaccin, ce qui n'avait rien à voir avec ce qui se passait, ce que disait Vincent, ce que disait Michel. Donc, en d'autres termes, on voit vraiment que le sujet intéresse tout le monde. On a juste pris un point de ce sujet qu'on a voulu traiter avec de très bons orateurs. Pour revenir à ce que les gens et nos différents orateurs ont dû parler, si je commence peut-être par Vincent. Vincent a tenu déjà par nous dire que la chambre de commerce, c'était déjà notre chambre. C'était également une petite entreprise qu'il dirigeait avec ses collaborateurs. Il dit que l'entrepreneur est dans un état de détresse profonde. Il souffre, mais il n'est pas seul. Ça, c'était le message vraiment important qu'il a voulu nous laisser. Ils sont conscients qu'il y a cette détresse, mais il ne faut jamais oublier qu'ils ne sont pas seuls. Il a continué en disant qu'il y a des raisons de rester optimiste, car la crise nous a permis de tisser et de renforcer des liens, qu'il y a des institutions qui existent, qui sont là pour se battre pour vous, afin que votre quotidien demain ne puisse pas être sombre. Donc, il y a ce message positif qu'on peut garder du propos de Vincent Subila, et directeur de la Chambre de commerce. Philippe également a tenu également à nuancer son propos avec une partie négative et une partie positive. Je vais plutôt rester dans la partie positive avec déjà la présentation de son groupe qui est à reprise et reparti dans deux cantons bien différents. Le bâtiment, de manière générale, n'a pas été beaucoup touché. Ils ont bien entendu perdu le marché, mais il y a eu des maîtres d'ouvrage qui ont continué à maintenir des projets. Les inquiétudes également ont été relevées de la part des collaborateurs.
une des premières inquiétudes, c'est que les collaborateurs se posent la question, quand est-ce que ça va s'arrêter? Il y a également la pression qui est chez tout le monde et les collaborateurs, ils ont peur. Par contre, Philippe a tenu à nous dire qu'il faut envoyer toujours des messages positifs, communiquer et encourager les équipes en leur disant tout va aller et être surtout présent. Notre troisième interlocuteur, Michel Balestra, qui a parlé d'abord en tant que Balestra graphique, mais aussi en tant que le président du conseil d'administration des SIG, il a tenu à relever que le transport, le déménagement ne peut malheureusement pas se faire avec du télétravail. Ils ont donc maintenu des activités tout en respectant les mesures barrières. Par contre, du côté des SIG, là également, ils ont continué à maintenir les activités à travers le télétravail. Il y a une chose quand même qu'il faut relever, c'est que les SIG font partie de ces entreprises pionnières qui ont mis en place un système pour le télétravail, bien avant même l'arrivée de la COVID. Ça, je parle du projet Équilibre. Donc, je pense que c'est l'une des entreprises qu'il faut beaucoup féliciter. Et c'est vers là-bas peut-être qu'on peut aussi trouver des bonnes solutions pour savoir comment est-ce qu'on peut mieux adapter le télétravail au sein de nos entreprises. Toutefois, Michel a tenu quand même à relever qu'il a l'impression de travailler dans un jeu vidéo, mais il a également gardé ce message positif en disant « L'homme est un animal social et qu'il nous faut il ne faudrait pas que cette situation perdure. » Donc, ce qu'on peut également dire au niveau des projets, là également, Michel a tenu également à garder ce moral en disant les SIG vont continuer à être pourvoyeurs de projets et d'activités pour nos PME locales. Il a également tenu à nous dire qu'ils vont devoir investir dans les 20 prochaines années et ils vont investir dans les 20 prochaines années, je pense, plusieurs milliards par rapport à ça. Donc, de manière globale, ce qu'on peut retenir, c'est que on sent des inquiétudes de part et d'autre quand on rencontre des personnes, quand on échange avec des personnes. Le moral des groupes de part et d'autre reste toujours très haut. Et je pense que la meilleure conclusion qu'on peut avoir, c'est celle que nous a donnée Rachid en disant il faut que les interactions soient fréquentes avec des équipes, mais aussi avec des individus. Il faut continuer à dialoguer avec nos personnels, avec nos partenaires, avec nos clients et surtout, ne pas oublier de l'humour. Merci. Un grand merci, Thierry. Avant de passer la parole à Vincent Subilia pour la première mini-conclusion, j'aimerais tenir compte des quelques thèmes de discussion. D'abord, Paolo, je crois, nous a écrit concernant les bruits d'ambiance, etc. C'est vrai, 1000 excuses, on n'est pas sur un plateau télé. Je vous ai dit, c'est Vincent Subilia qui a dit tout à l'heure qu'on était des bras gauches, enfin lui qui est devenu pro, mais on est resté un petit peu bras gauche au niveau de la technologie, on fait du mieux qu'on peut. Si quelqu'un peut nous aider un petit peu pour la prochaine, ça sera avec grand plaisir. On fait le maximum, mais encore 1000 excuses pour les petits bruits de fond que vous avez pu connaître ce soir. Une autre anecdote, c'est que quelqu'un, j'ai oublié son nom, nous soulignait dans les anniversaires, Gilbert, que c'était l'anniversaire de la naissance de Michael Schumacher. Et puis, alors, beaucoup de messages concernant le vaccin. Pourquoi pensez-vous pas que la première chose à faire, c'est ça de vacciner tout le monde? Alors, honnêtement, ce n'est pas du tout le débat d'aujourd'hui, donc ce n'est pas qu'on veut l'éviter, mais ce n'était vraiment pas l'idée aujourd'hui de rentrer dans cette polémique médiatique, scientifique, etc. On voulait vraiment se concentrer sur le thème de la détérioration du lien social. On ne pouvait pas tout faire, donc 1000 excuses, mais et honnêtement, je ne pense pas que ça sera un thème développé par le CREC dans l'avenir, parce que ce n'est pas le genre d'idées qu'on a envie de partager lors de ce genre de réunion. Et ça sera le cas également quand on aura le plaisir de tous se rencontrer en présentiel. Ça sera pas c'est pas le but. Alors maintenant, on va revenir au fil au dernier pas de cette réunion. Vincent Subilia, si vous pouviez nous faire une mini conclusion, soit de ce que vous pensez de tout ça, ou de toute notre réunion, ou bien nous donner un élément supplémentaire de réflexion autour de la détérioration du lien social. J'ai déjà abusé du temps qui m'était imparti, donc je ne vais pas user de votre patience et j'ai conscience que je suis le dernier obstacle qui vous sépare de votre repas. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et donc un excellent appétit par la même occasion. Thierry Dim a parfaitement résumé dans sa synthèse
qui est articulé avec beaucoup d'éloquence les propos qui ont pu être les nôtres. Moi, je tiens à souligner ici la richesse des échanges. Merci au général Patton de rappeler que c'est Wallon que Doc Marshall. Ici, tu as parfaitement raison. On garde des colorations helvétiques qui sont dans notre ADN. Dire aussi à quel point j'ai été touché des témoignages des étudiantes. On est passé aussi dans un passé que j'espère pas trop lointain par les bancs d'école ou d'université. J'ai moi-même été membre de l'AISEC, donc je compatis effectivement à ce que vous avez dit, mesdemoiselles. Je trouve un mot qui venait du cœur et qui dit la solitude, qui plus est lorsqu'on est étudiant et que le lien social est d'autant plus essentiel. Mais j'ai la certitude, encore une fois, que vous retrouverez bientôt l'alma mater et avec lui tout ce qui fait la richesse de la vie d'étudiant dont je garde moi-même les meilleurs souvenirs. Parce que finalement, comme disaient d'aucuns, vivre sans espoir, c'est naviguer sans boussole. Et donc aujourd'hui, cette petite dose d'espoir que j'ai souhaité instiller, c'est vous dire que ensemble, dans un monde qui évolue, dans un monde qui, de par cette crise, nous rappelle aussi un certain nombre de fondamentaux. L'échange humain qui fait cruellement défaut, c'est souvent lorsqu'on en est privé qu'on en réalise l'importance d'un monde qui évolue et qui doit prendre soin de lui. Je pense ici notamment à la durabilité parce que la pandémie, c'est aussi un rappel de notre fragilité. Et bien qu'en tirant les leçons tragiques pour certaines de ce que nous vivons aujourd'hui, eh bien, nous puissions très vite nous retrouver, pas en mode télétravail. Et d'ailleurs, moi, je vous parle ici physiquement depuis la Chambre de commerce. Je pense, encore une fois, dans le respect des gestes barrières, il est tout à fait possible, même si le télétravail nous est imposé, eh bien, d'avoir une certaine latitude dans les contraintes qui sont les nôtres. Et vous le montrez ici au CREC, puisque vous êtes réunis à 5 au maximum dans le respect des distances sanitaires. Donc l'espoir, il existe aujourd'hui, il existera demain. Et je me réjouis déjà que pour la 100e édition du CREC, eh bien, nous puissions tous nous retrouver physiquement, en me réjouissant là aussi de lever mon verre à votre santé, parce que c'est finalement la seule chose qui importe. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci encore de m'avoir convié à cette belle réunion digitale, mais néanmoins très fraternelle. Merci beaucoup. Restez encore avec nous quelques minutes et vous aurez remarqué que la cloche n'a pas retenti cette fois-ci. Ce qui ne veut pas dire que vous auriez pu parler encore un peu plus, mais la cloche n'a pas retenti. Maintenant, Michel, à toi pour un petit mot pour conclure, s'il te plaît. Me voilà enfin arrivé à l'écran. Donc, pour conclure, ce que j'aimerais dire, c'est qu'on ne peut pas changer les choses de manière abrupte, rapide, et que nous devons nous adapter. Malgré la situation actuelle, on peut trouver de petits plaisirs, des balades dans la nature, un bon livre, une bonne série sur Netflix. Et j'en appelle maintenant à un philosophe que j'aime bien, Vincent Subila, tout à l'heure, a dit « Tout ce qui ne tue pas renforce » de Nietzsche. Moi, je vais en appeler à Spinoza, qui dit que l'émotion est une image mentale qui ne se contrôle que par le raisonnement. Donc, dès que nous sommes complètement débordés au niveau émotionnel, nous devons nous arrêter et raisonner. Et il dit quelque chose de très joli également, c'est ni rire, ni pleurer, ni haïr, mais comprendre. Merci beaucoup. Merci mille fois à vous tous, intervenants, participants. Notre objectif ce soir, c'était de partager plein de choses sur ce thème et je pense qu'on a réussi. Merci. Je vais passer la parole à Gilbert, notre président, qui va conclure cette réunion. Alors la cloche. Voilà, alors j'ai abandonné la cloche. Je remercie tous les participants et surtout chaque intervenant qui nous a fait une démonstration de son expérience. Moi, je vais comme objectif de me rendre compte pour le CREC de ce que c'était que la détérioration. Je m'aperçois avec les différents propos qu'il y a une grande sagesse dans ces entreprises et ces entrepreneurs et ces étudiants. Et je vois que l'adaptation, la souplesse extraordinaire qui est propre aux Suisses
et à la Suisse en général, eh bien, je pense que c'est une très bonne chose. Nous allons nous retrouver en février et j'espère que vous nous suivrez. On vous fera un petit résumé que vous retrouverez sur votre messagerie. Merci et bonne soirée. Merci à toutes et tous. Prenez soin de vous.